Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce 111e numéro, il sera largement question d'ethnopsychiatrie. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir le chercheur Hamid Selmi. Hamid Selmi, bienvenue à Berbère Télévision, bienvenue dans le Graffiti. Merci Youssef de m'avoir invité. Je t'en prie, cher Hamid. Donc, on va commencer par parler un peu de ton livre qui est sorti il y a déjà un moment, donc Ethnopsychiatrie, culture et thérapie. Alors, c'est quoi ce livre, Hamid? C'est un livre d'entretien avec une journaliste de France Culture, Madame Pantambert, et donc qui relate un peu à la fois mon itinéraire et à travers cet itinéraire les concepts de l'ethnopsychiatrie en général. C'est ce que je fais même dans la formation. Je fais présenter les gens et à travers leur présentation, je leur montre les ruptures, les mutations, les métamorphoses, les traumatismes. Voilà, il est fait comme ça. Donc facile à lire, fluide, et c'est un livre plus de témoignages au niveau des expériences cliniques que j'ai et puis de ma propre trajectoire. Bien sûr. Et donc tu continues un peu ces quêtes puisque tu es donc chercheur en ethnopsychiatrie. Alors pour le grand public, qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors l'ethnopsychiatrie en général? Oui, dans l'ethnopsychiatrie, il y a ethno, donc ça Oui. veut dire les coutumes, les traditions des peuples. Et il y a psyché, psychiatrie. Et dans psychiatrie, il y a psyché, il y a iatrie. Iatrie, ça veut dire soin. Donc on prétend soigner, ce n'est pas seulement une théorie. Ethno, ça veut dire les coutumes, mais en fait, parmi les coutumes, c'est les systèmes de soins inhérents à chaque culture. C'est comment on soigne dans chaque monde, dans chaque culture. Et donc l'ethnopsychiatrie, c'est une façon de soigner en tenant compte des systèmes thérapeutiques dans lesquels sont fabriqués les gens, les patients, Oui. leur système d'origine et leur langue et tous les codes culturels. Et avant que tu arrives donc à cela, il me semble que tu étais psychologue clinicien, c'est ça? Donc j'ai démarré en Algérie, Oui. à l'université d'Oran, j'ai fait psychologie clinique. À un moment donné, je voulais même faire l'ENA, l'École nationale d'administration. J'étais un peu médiateur déjà depuis très très longtemps, c'est-à-dire je suis né en Kabylie, je suis parti à l'âge de 6 ans de la Kabylie en Oranie. Donc j'ai vécu le vécu d'un minoritaire dans une majorité, en même temps c'était la guerre en Kabylie. Ensuite l'Oranie avec la langue espagnole, le français, l'arabe. Mon père avait un magasin. Et ce magasin était une interface entre plusieurs cultures où j'entendais à la fois les langues, les proverbes, les métaphores. Les clients, ils viennent, ils achètent quelque chose, mais ils parlent. On prend un objet, on parle. Et donc pour moi, l'ethnopsychiatrie, c'est une façon de retrouver ce magasin qui vient de l'arabe marzen, à la fois là où on dépose ou là où sont cachées les choses. Bien vu. Et donc, quand tu es arrivé en France, peut-être que tu as revécu un petit peu déjà ces exils, peut-être exil intérieur pour l'Algérie. C'était presque destiné que je vienne en France parce qu'en fait, quand j'étais né, une année après, mon grand-père est parti en France, à Tourcoing d'ailleurs, il est venu à Tourcoing. Ensuite, mes oncles sont partis, je me suis retrouvé avec les femmes, ma grand-mère, ma mère et mes tantes. Et déjà, à l'époque, il y avait des objets, des cadeaux qui me parvenaient de Tourcoing. D'accord. Ensuite, arrivant en Algérie, en Oranie. Oui, c'est toujours l'Algérie. Voilà. Oui. En Oranie, donc il y avait la langue française. C'est là que j'ai appris le français via l'école maternelle. Et ensuite, tout le savoir que j'ai acquis, le savoir à la fois la poésie, la littérature, etc., et leurs sources en France, en fait, tous ces auteurs que j'ai lus, etc. Donc à la fois, je suis venu sur les traces de ce savoir, la source de ce savoir, qui plus est en psychologie plus tard. Quelle est la source? Où est-ce qu'on a fabriqué cette science? Mais aussi sur les traces de mon oncle, qui a été peut-être le substitut de mon père, parce que mon père était commerçant à Mambajar. Oui. Et c'était mon oncle qui est resté quelques années avec moi avant de partir lui aussi en France. Donc je suis venu aussi sur les traces de mon grand-père et de mon oncle. Oui. Et Hamid, tu arrives en France vers quelle année? En 1977, fin 77. Ah, ce n'est pas tout récent quand même. Ce n'est pas tout récent, oui. Donc il a fallu tout ce temps pour à la fois me décentrer à nouveau, comprendre, déjà je m'étais décentré puisqu'issu de la Kabylie. Bien sûr. J'avais cette façon de me décentrer par rapport aux arabophones, par rapport aux français, etc.
Et ici, bon, on connaît la France à travers ses livres, mais on ne connaît pas le vécu de la France, réalité, on ne connaît pas oui, la réalité de la France. Française, oui. Et donc, à nouveau, j'ai vécu dans la communauté kabyle, ici en France. Donc, j'ai retrouvé en quelque sorte les personnes que j'ai quittées à l'âge de, si l'on peut dire, à l'âge de 5 ans. Des personnes qui ont vécu parfois toute leur vie en Kabylie, qui sont venues ici jeunes ou un peu plus vieux. Et donc en même temps, ça m'a permis d'entrer dans l'anthropologie française, c'est-à-dire qui est ce peuple réellement français, ou ces peuples, je sais pas. Est-ce que ton parcours a été complexe, simple? Enfin, je sais que c'est une question un peu qui mériterait peut-être des heures de discussion, mais on va dire, pour résumer, pour que les gens qui nous regardent un petit peu saisissent un peu des choses, j'espère importantes, et je le sais qu'elles sont importantes, parce que généralement notre mémoire est souvent abîmée, y compris nous qui sommes ici, donc on ne se souvient pas peut-être des difficultés des uns et des autres, n'est-ce pas? Et il y avait par exemple déjà au début des années 80 un racisme qui a fait des victimes ici en France. Tout à fait, oui. Donc mes difficultés à moi. Oui. Moi, si l'on peut dire personnellement, les difficultés que j'ai eues, c'était une sorte de répétition de ce que j'ai vécu en partant de la Kabylie en Oranie. Ma mère étant restée en Kabylie, je suis resté seul pendant 2 ans avec mon père, qui pour un enfant est une éternité, 2 ans. Bien sûr. Le temps chez l'enfant. Un peu la misère au niveau, on va dire, affectif, pas au niveau matériel. Bon, c'était un peu. Et donc, quand je suis arrivé ici en France, j'avais pas beaucoup d'entourage. Les anciens sont repartis en Algérie. Donc, j'étais seul. Donc, j'ai eu un itinéraire où j'étais un peu seul, comme ce que j'ai vécu en quelque sorte en Oranie. Et en même temps, j'étais venu en quête d'eux. Donc, c'est cette quête qui m'a préservé. J'étais venu avec un objectif, une quête de savoir, une quête de recherche, à la fois la recherche de la sagesse, parce que je m'intéressais aussi aux philosophies orientales, extrême orientales, je m'intéressais aussi aux sages d'origine européenne et aussi aux intellectuels. Donc je suis venu dans cette quête-là, c'est cette quête qui m'a porté, malgré la répétition d'un certain traumatisme, de l'arrachement à ma famille. Étant l'aîné en plus, je jouais le rôle de médiateur en Oranie pour mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile d'être l'aîné, Hamid, n'est-ce pas? Oui, absolument. Enfin, je pense que chacun a son itinéraire avec ses obstacles, mais en tous les cas, oui, c'est un itinéraire avec pas mal d'obstacles. Est-ce que le milieu, on va dire berbériste, peut-être kabyle, kabyliste, t'a aidé un petit peu, surtout peut-être dans les années 80, où on nous raconte aujourd'hui qu'il y avait une certaine solidarité. Je ne sais même pas si c'est vrai. Tout à fait. Quand je suis arrivé, je suis allé tout de suite d'ailleurs à la rencontre de Saoud Mohamed Arab. Et en fait, il était déjà parti en 78, il était parti en Angleterre. Et il y avait juste une inscription, je crois, Vive les Berbères. Il y avait d'ailleurs dans les rues de Paris à cette époque-là, Vive les Berbères un peu partout, avec des inscriptions aussi des militants iraniens. À l'époque, il y avait le Shah encore, avec sa sécurité militaire, tout ça. Et c'est vrai que j'ai rencontré donc ce groupe. Il y avait Idir déjà, Hassan Halash, il y avait Mehdi Hazen. Et la boutique de Mehdi Hazen était un lieu de rendez-vous, effectivement, pour nous tous. C'est bien que tu nous le dises, parce que c'est une mémoire qui n'est pas écrite, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, Hamid? Tout à fait. Non, pour l'instant, j'aimerais bien que ceux qui étaient là et qui témoignent au moins pour les générations futures, n'est-ce pas? Même moi, je suis dans l'idée de témoigner de tout cet itinéraire autour de la... C'est très bien que tu le fasses, c'est très bien que tu le fasses. Absolument. Et aujourd'hui, donc, tu es chercheur, mais tu fais plein de choses qui sont en rapport, si j'ai bien compris, avec ces exils, au pluriel. C'est ça. Les exils, les ruptures, les métamorphoses, les clivages, quand on est coupé en 2, en 3... Et donc, je n'avais pas fini avec la définition de l'ethnopsychiatrie, bien sûr. Tu te rappelles. Et donc, je disais le soin, la psyché et puis l'ethno. Donc, c'est comment créer un espace où on puisse véritablement à la fois utiliser certains leviers de la psychanalyse et des leviers aussi thérapeutiques issus des cultures d'origine. Et donc, cette idée de créer des espaces, ça peut être à la fois un espace, un groupe de parole, ça peut être
une thérapie familiale, ça peut être une thérapie individuelle. En tous les cas, c'est comment créer des espaces métissés où les mondes puissent se parler, se conjuguer et s'entendre avec une traduction exigeante qui ne traduise pas seulement les mots, mais les concepts qui sont derrière les mots. Oui. Il y a une partie du lexique qui est aisée à traduire, si on dit chaise, si on dit table, etc. Mais dès qu'on parle de la sphère affective, religieuse ou philosophique, là, évidemment, derrière le mot, il y a les concepts. Si on parle par exemple de nostalgie, dans chaque langue, il y a le mot qui indique ce que c'est que la nostalgie. Oui. Et qui ne veut pas dire forcément nostalgie. Tu sais ce que veut dire nostalgie, d'ailleurs, étymologiquement? Qu'est-ce que ça veut dire alors, Hamid? Donc, algie, c'est la douleur. Oui. Nostalgie, c'est le retour. Donc, c'est l'élan, c'est la douleur du retour, c'est-à-dire du non-retour. Et c'était un psychiatre, en fait, qui travaillait à l'époque au Vatican, oui. qui avait affaire à des personnes qui souffraient d'exil. Le mal-être d'avoir quitté leur monde, c'était les gardiens du Vatican, les gardiens suisses. Les gardiens suisses. Et il a nommé cette maladie nostalgie. Tout simplement. Voilà. Et c'est resté donc et c'est resté. La langue. Et quand on dit en arabe, par exemple, wahsh, qu'est-ce que ça veut dire, wahsh? Quel est le système de pensée qu'il y a derrière le wahsh? Pour moi, wahsh veut dire aussi monstre. Bien sûr. Or, il se trouve que quand on reste trop seul... C'est le monstre de l'absence. C'est le monstre du fait d'être déshumanisé, c'est-à-dire on est seul, tellement seul qu'à un moment donné, on se déshumanise et donc du coup on devient un monstre qui mange tout seul, qui dort, qui sort tout seul, qui parle tout seul. C'est bien vu. Et donc, Hamid, tu n'as pas seulement répondu aux questions de cette journaliste dans le livre, tu as aussi beaucoup d'articles dans des revues spécialisées. Donc, tu parles souvent des enfants de migrants, de cette quête d'identification, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, les enfants de migrants, qu'est-ce que tu peux nous dire à leur propos? Il y a des enfants qui sont venus petits, enfin, qui sont venus, oui, bébés. Ils sont arrivés ici bébés, donc ils ne se rappellent pas du monde de leurs origines. Ceux qui sont nés ici, ils sont nés, la plupart maintenant naissent à l'hôpital, dans un monde des blouses blanches, où la femme n'a pas son entourage, sa matrice féminine autour d'elle, avec sa mère, etc. Donc elle va élever son enfant seule, son mari travaille, elle va le regarder, l'enfant va s'accrocher à son regard, elle pense à son pays, à sa maman, il y a de l'absence déjà dans ce regard. Donc les interactions mère-enfant sont déjà déficientes, dysfonctionnent à l'origine, parce que pour être une mère, il faut avoir un groupe de mères autour de soi, on ne peut pas être mère toute seule, pour être femme et mère. Et donc le bébé est tout seul avec sa mère qui est tout seul, donc il ne peut pas s'appuyer vraiment sur sa mère, puisque sa mère ne peut pas s'appuyer sur le groupe des mères. Donc déjà le dysfonctionnement de ce qu'on appelle... le handicap, il est là dès le départ. Tout à fait, par rapport à ce que les psys appellent le narcissisme primaire, comment se constituer comme une unité, à la fois corps et psyché. Donc déjà il y a une sorte de fragmentation, de difficulté de portage, donc il y a une difficulté de portage par la mère. Et l'enfant grandissant avec ces dysfonctionnements, à un moment donné, bon, il va à l'école, parfois... Et dès qu'il franchit le seuil de la porte, c'est un autre monde. Et à l'école, il va ingurgiter des concepts totalement différents de ceux qu'il a à la maison, autour de la pudeur, autour du respect, autour de tout ça, de ce que c'est que la connaissance. Chez nous, la connaissance, c'est la sagesse, c'est pas seulement connaître, c'est pas seulement un savoir. Eh bien, il va à un moment donné, il y a une période de latence, mais à un moment donné, il va se cliver, il va se couper en deux. Comment? Il va se couper en deux, c'est-à-dire dès qu'il sort, dès qu'il franchit le seuil de la maison, il devient un autre. C'est une autre personne. Et c'est une autre personne, voilà. Et dès qu'il rentre à la maison, c'est encore une autre. Il récupère. C'est pour cela d'ailleurs que plus tard, à l'adolescence, quand les travailleurs sociaux ou la police arrivent et disent voilà, ton enfant a fait ceci, cela, la plupart des parents disent non, c'est pas du tout, c'est pas Youssef, c'est pas Hamid, c'est pas possible, non, 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 non. Soit il a été influencé, soit que c'est quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, ils ne le reconnaissent pas. Effectivement, cette personne qui n'est même pas capable de fumer devant son père, il est capable éventuellement de commettre un larcin, de bousculer une vieille dame, etc. Et c'est pas possible. Donc à ce moment-là, ça veut dire que l'adolescent commence à vouloir résoudre son problème de clivage. Il est deux, il a envie de devenir un. Mais comment devenir un? Eh ben, c'est là que les conduites à risque commencent, c'est-à-dire... Est-ce que c'est à partir de là qu'il y aura cette quête d'identification dont tu parles? C'est une quête d'identification pour devenir un.
c'est-à-dire en quête d'un monde unifié, une recherche de matrice de description et de prescription du monde totalisante, voire totalitaire, et c'est là qu'ils peuvent aller aussi vers les intégristes, vers des guides comme ça, vers des sectes, la toxicomanie. Donc c'est des conduites à risque, mais qui sont une quête, et c'est ça que ne comprennent pas les pouvoirs publics et en général et les institutions. Cette quête Qu'est-ce que les pouvoirs publics, spécialement en France, Hamid Selmi, ne comprennent pas, ou peut-être ne font pas et qu'il faudrait faire? Et ils ne comprennent pas ce que c'est que déjà l'exil, ils ne comprennent pas ce que c'est que ils ont une philosophie, à la fois au niveau de la psychologie, mais aussi au niveau de la politique, une philosophie du détachement. S'émanciper, se détacher, se détacher, se détacher. Mais on ne se détache que si on est déjà attaché. Bien sûr. On ne peut pas détacher quelqu'un qui n'est pas attaché. Or, le travail à faire, c'est le rattachement, précisément. D'abord. C'est attacher. Par exemple, quand les psys, autres éducateurs, prennent les enfants, ils leur font des thérapies individuelles ou même la psychologue scolaire, etc. Ce n'est pas du tout efficient. Il faudrait replacer cet enfant, ce jeune, dans le cadre de sa fratrie, de sa famille, le réunifier et lui trouver sa place dans sa famille, ensuite entreprendre un processus d'individuation, d'émancipation. C'est là où se glisse vraiment l'erreur de la plupart à la fois des travailleurs sociaux. Cette erreur, elle est due peut-être à ce désir d'intégrer tout le monde? Ou bien il y a d'autres considérations? Cette erreur, d'où elle vient? Oui, la philosophie, on va dire française en général, c'est une philosophie de l'émancipation, de la révolution, de se détacher, de révolutionner. Et donc, il y a quelque chose comme ça à la base. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que c'est qu'un arrachement, s'arracher à son monde. On ne comprend pas ça. La plupart, il y a une philosophie aussi en France qui un peu, on dirait presque qu'elle vient du christianisme, c'est Jésus, comment on dit, l'enfant Jésus. Oui. C'est-à-dire l'enfant est innocent, il est vierge de toute trace, il faut fabriquer un Français à partir de cet enfant qui est jugé hors filiation, hors transmission, hors... Il y a ça qui est derrière. Mais ce n'est pas possible, un enfant il a des racines, quoi qu'on veuille, n'est-ce pas? Oui, il a des racines, mais ces racines sont largement sous-estimées. On ne pense pas que l'enfant est à la charnière de deux lignées, de deux transmissions, avec ses oncles maternels, ses oncles paternels, avec un système soit matrilinéaire, s'il est de l'Afrique de l'Est par exemple, soit patrilinéaire de l'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord. Un système d'alliance particulier aussi, avec qui on a le droit de se marier, avec qui on n'a pas le droit de se marier. Donc il y a des structures. C'est bizarre parce que l'ethnologie les étudie, mais on n'y tient pas compte. Par exemple, un juge peut convoquer le père d'un enfant, alors que celui d'un enfant qui est issu d'un système matrilinéaire, alors que le vrai tuteur, le vrai responsable, le vrai garant de l'enfant, c'est son oncle maternel et pas son père. Et encore faut-il qu'ils connaissent tout ça, hein? Eh oui, et donc ça c'est pas évident. Tout à fait. Hamid, est-ce que les enfants qui apprennent la langue maternelle, est-ce qu'ils sont aidés dans cette quête d'identification? Est-ce qu'ils ont moins de problèmes? Alors les enfants apprennent la langue maternelle s'ils sont venus à un certain âge du pays. Mais sinon, ici, il n'y a que leur père ou leur mère qui leur parle dans la langue, éventuellement, maternelle. Et si l'on peut dire la langue maternelle devient maternelle au sens étymologique, c'est-à-dire c'est que la langue de la mère ou la langue du père, c'est la langue de l'intimité des parents. Donc du coup, il se pourrait que l'enfant ne l'intègre pas comme une langue de la loi, une langue de la communauté. Il se pourrait qu'il l'intègre au départ et qu'il la rejette par la suite pour se socialiser parce qu'il ne l'aperçoit pas, s'il ne va pas suffisamment. Mais si on lui explique à l'enfant, si ses parents lui expliquent que c'est cette langue qui est la langue des racines, mais elle peut juste t'aider à aller plus loin, mais il y a aussi cette langue française qu'il faudra maîtriser. La langue, elle rentre à l'intérieur de l'enfant quand il est déjà bébé, voire même peut-être avant. Et il l'a déjà intégrée, intériorisée, bien avant même de la parler. Mais le problème, c'est que pour qu'un enfant puisse parler une langue correctement, il faut qu'il soit immergé, il faut qu'il y ait une communauté où il entend parler sa langue.
Oui. S'il n'y a que le père et la mère qui, en termes d'adresse, s'adressent à lui dans sa langue, il intègre des mots avec des résonances affectives plus ou moins déformées, mais il ne comprend pas le sens exactement des mots et plus tard, cette langue va partir. Est-ce que, Hamid Selmi, est-ce que c'est à cause de cela que, par exemple, des enfants issus de parents berbères apprennent l'arabe parlé, mais n'apprennent pas le berbère? Il y a beaucoup, par exemple, de Kabyles à Lyon, spécialement, qui arrivent à parler l'arabe algérien, pour ne pas le nommer, mais qui ne parlent pas, par exemple, le kabyle. Alors que, et qui sont kabyles. Et qui sont kabyles, bien sûr. Peut-être parce qu'il y a une communauté arabophone autour d'eux. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Peut-être qu'ils retrouvent un terrain où cette langue est parlée. Où cette langue est parlée en dehors de la famille. Si c'est que dans la langue, si c'est que à l'intérieur de la famille, c'est pas évident qu'elle soit intériorisée. Elle peut être rejetée à un moment donné. D'accord. En plus, ça devient une langue des émois, de l'intimité familiale, de la sexualité des parents. On dit c'est la langue des parents. Moi, il faut que je parle une langue de la loi, la langue d'une communauté, pas la langue intrafamiliale. Et la présence de cette langue... Elle devient une langue incestuelle, si l'on peut dire. Voilà. Pourquoi tu dis incestuelle? Incestuelle, c'est-à-dire la langue intime où il faut s'éloigner des parents pour pour être dans la communauté. Pour faire son propre chemin. C'est trop proche, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, je disais que tu fais plein de choses. On n'aura pas le temps de parler de toutes les choses que tu fais, Hamid, mais tu interviens aussi à Marseille. Dans le cadre du pôle ethnoclinique, ça s'appelle comme ça? Tout à fait. C'est créé par la Sauvegarde. La Sauvegarde m'a demandé d'intervenir pour former des stagiaires, à la fois de la Sauvegarde, intramuros. Il y a des centaines d'éducateurs, assistantes sociales, orthophonistes, psy, etc. Mais aussi des personnes qui viennent de l'extérieur. Et donc, depuis une quinzaine d'années, je forme des personnes à Marseille, une vingtaine ou une quarantaine selon les niveaux. Il y a aujourd'hui le niveau 1 et le niveau 2. J'ai formé aussi des personnes qui interviennent dans la formation à Marseille. Et donc, à l'origine, c'était la rencontre avec Thierry Huzot, qui est pied noir, donc avec qui on a sympathisé. Et puis le directeur de l'époque était aussi d'Annaba, un ancien pied noir, qui ont bien entendu, ils m'ont fait appel, ils ont entendu et puis ils ont vu les résultats, vraiment le changement des pratiques chez les éducateurs, les juges. Il y a les juges aussi qui se forment, les psychologues, les psychiatres. Et donc depuis, de bouche à oreille, sans aucune publicité, tout le temps, depuis 15 ans. Et on a créé une consultation aussi, un espace de médiation ethnoclinique avec des collègues qui exercent là-bas, voilà, à Marseille. C'est excellent. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec le chercheur en ethnopsychiatrie, Hamid Selmi. Donc Hamid, tu nous disais donc un mot sur l'ethnoclinique de Marseille qui a donc un succès. Hein. Tout à fait. Tu le continues bien sûr. Donc il continue. Il y a aussi depuis une douzaine d'années à Toulouse sur le même principe également. Alors à Toulouse, ce qui est particulier, c'est que parfois on m'invite aussi à intervenir en tant que superviseur. D'accord. Donc nous avons les gens qui s'occupent d'une famille, toujours migrante, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord surtout, Kabyle, arabophone, etc. Oui. Et donc ils me donnent toutes les informations dont ils disposent sur cette famille-là. Nous nous présentons les uns aux autres de manière assez personnelle pour que les émotions, y compris celles des travailleurs sociaux, émergent. Et ensuite, je leur donne les hypothèses. Je leur dis, voilà, pour moi, voilà, c'est tel sens, c'est tel, et ils ont dû vivre tel traumatisme, tel, etc. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que l'après-midi, je vais être éprouvé. C'est-à-dire, on va voir si ces hypothèses marchent ou pas. Ah oui. Avec le même groupe qui va entourer la famille. Ça peut être une dizaine de personnes, ce groupe. La famille arrive et je fais l'entretien devant eux en les associant. Et donc, chacun se présente à nouveau à la famille. Et ensuite, je commence à tisser le lien via la langue, en traduisant, etc., selon la connaissance. Et puis, je rentre dans les étiologies, c'est-à-dire ce qui donne sens à un malheur, une maladie, une souffrance dans une famille. Le mauvais œil, la malédiction, la sorcellerie, etc., pour que, justement, la pensée commence à travailler de manière associative et qu'on renoue avec le pays.
tout en faisant le travail évidemment au niveau de la psychologie, de l'itinéraire psychologique, des relations mère-enfant, du couple, etc., des ancêtres, des deux lignées, etc. Et à ce moment-là, les choses apparaissent. Généralement, ça confirme les hypothèses et ça aide à former aussi les travailleurs sociaux. Ils pleurent souvent d'ailleurs, ils disent cette famille, on la suit, on la poursuit depuis des années, c'est la première fois qu'on fait sa rencontre. Parce qu'au fait, ils ne pouvaient pas la connaître, ils n'ont pas vraiment. Ils n'ont pas les outils pour la connaître. Ils n'ont pas les outils, et puis ils ont quelque chose aussi de bizarre, les travailleurs sociaux. Oui. Aujourd'hui, on va dénoncer les travailleurs sociaux, même s'ils sont très dévoués en général. Ah, tu veux leur rendre service. Eh bien oui, ils parlent de liens professionnels. Or, tisser un lien où on ne se présente pas soi-même, où la personne ne sait pas qui vous êtes, ça, c'est pas du lien, c'est du non-lien, et on travaille sur du non-lien. Moi, quand j'arrive quelque part, je dis d'où je viens, qui je suis, quelles sont mes intentions, jusqu'où je peux travailler avec eux. À la fois poser tu crées tout de suite un climat de confiance. Tout à fait. Et surtout, ils vont s'apercevoir que je suis une personne qui a un itinéraire et qui se présente. Sinon, c'est facile. On est dans l'anonymat, et ben, l'autre aussi se met dans l'anonymat. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que le lien est créé, c'est ce lien qui va porter le travail. Sinon, il n'y a pas de travail. Si vous dites lien professionnel et qu'il n'y a pas de lien, ils ont aussi un problème aussi, c'est l'émotion. Ben, les travailleurs sociaux ne sont pas censés ressentir des émotions. Ils sont froids, comme des glaçons. Voilà. Il faut pas embrasser, etc. Moi, je leur dis non, c'est pas ça, parce qu'il y a une confusion. Une confusion autour de l'altérité. Oui. De l'altérité, ils pensent que autour de la distance. La distance, elle n'est pas extérieure, ce n'est pas une froideur extérieure. La distance, elle est à l'intérieur. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, etc. C'est ça le travail d'élaboration de l'altérité et de la distance. Ce n'est pas une distance de désaffection, de froideur. Donc là aussi, ils pleurent. Dans la consultation, maintenant, ce n'est plus les patients qui pleurent, c'est les travailleurs sociaux qui pleurent et les psys et autres spécialistes. Eh ben c'est des pleurs salvateurs, à mon avis, puisque ça va les pousser à travailler autrement. Absolument. Donc c'est très bien. Hamid, toi qui as quand même vu beaucoup d'enfants de migrants, oui. Qui viennent d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, oui, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ceux qui viennent d'Afrique du Nord et ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne? Donc là, si c'est l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, donc on partage le même système qui est le système patrilinéaire, à peu près le même système d'alliance, sauf qu'ils sont un peu plus polygames que l'Afrique du Nord. D'accord. Donc ils ont tout un système bien codifié par rapport à celui de l'Afrique du Nord concernant la polygamie. C'est très structuré. Et puis, ils ne se sont pas éloignés de leurs sources. Par exemple, la différence, c'est le temps de séjour des migrants, par exemple nord-africains en France, et le temps de séjour, si on prend par exemple le groupe des Soninké. Les Soninké, ils sont là depuis quoi? Depuis 30 ans, maximum 40 ans. D'accord. Donc, quand ils tombent malades, quand ils se fissurent, ils voient des invisibles, des djinns, comme ils disent, des djinnas, et puis ils vont se faire soigner, ils vont aller d'art se faire soigner chez eux. Et les dispositifs thérapeutiques sont encore là, les guérisseurs sont encore là. Ils retournent en Afrique? Ils retournent en Afrique, tandis que les travailleurs que j'ai rencontrés en arrivant en fin 77 en France, notamment les Kabyles, qui sont là depuis si longtemps, ils ont fait comme les Bretons, qui sont venus travailler au début du Qu'est-ce qu'ils ont fait, siècle. Ils font des névroses traumatiques, c'est-à-dire un accident de travail, un accident de la route, un accident somatique, et ils vont demander à la médecine réparation. J'ai donné ma jeunesse à la France, j'ai donné ma vitalité à la France, j'ai donné ma force, réparation, ils veulent des pensions, ils veulent, etc. Donc ils demandent à leur corps défendant en quelque sorte du sens, ils vont à la médecine, la divinité locale. Entre autres la médecine, Apollon, Esculape. Et la médecine leur donne des diagnostics. Or, le diagnostic ne délivre pas de sens. C'est-à-dire, si on te dit, tu es dépressif, tu as une dépression. Ok, j'ai une dépression. Mais où est le sens? Or, le sens réside dans les étiologies, c'est-à-dire les causalités qu'ils donnent, eux, au mal, à la maladie, au malheur. Sans ces causalités, ils me tendent en tant que thérapeute, ils arrivent avec leur dossier, ils disent « regardez ce que j'ai, etc. » Donc, dans un sens, là, le médecin travaille un peu comme le guérisseur, parce qu'il palpe, il ausculte, il regarde les urines, le sang, il analyse, il voit comme un voyant.
en regardant une radio, il peut faire une divination en quelque sorte. Donc ça les intéresse de ce point de vue-là. Et puis il y a le portage par l'hospitalisation et éventuellement par une pension, mais on ne leur délivre pas tellement de pension à ce niveau-là. Ils demandent toujours plus. Mais il n'y a pas de sens. Mais c'est encore mieux que le psychologue. Des fois, ils s'énervent contre les psychologues. Parce que toutes leurs questions là, sont perçues par les patients d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest comme des questions culpabilisantes. Donc tout de suite, ils se mettent... Peut-être des intrusions dans leur intimité, c'est ça? Des intrusions dans leur intimité avant d'avoir établi un vrai lien, avant de se présenter, avant, etc. Vous voyez? Et donc la différence, c'est celle-ci, c'est que les ethnies de l'Afrique subsaharienne sont encore plus proches de leur système thérapeutique originel. Les Nord-Africains se sont éloignés pas mal de leur système. C'est là qu'il faut créer des dispositifs métissés, on peut faire un voyage à travers, et ensuite, moi, je les oriente, je leur dis allez dans tel mausolée, dans tel... Faites un pèlerinage, s'il y a un mort qui n'a pas été vraiment enterré, dont on n'a pas fait le deuil en quelque sorte, je demande à ce qu'on fasse le deuil, on fait une wada, etc., des aumônes, des offrandes. Mais toi, tu arrives à le faire parce que tu es très près de cette culture, hein? Oui, tout à fait. N'est-ce pas, oui, bien sûr. Oui. Peut-être que ce n'est pas tout... mais les gens que je forme, ils apprennent. Ah, ils apprennent en quand partie, même. ils apprennent ce qui appartient à cette culture, mais en même temps, ils peuvent utiliser jusqu'à un certain point les patients comme des informateurs, c'est-à-dire s'ils savent que nécessairement il y a un système d'alliance, un système thérapeutique, un système de parenté, ils vont demander. Il dit à qui appartient l'enfant, par exemple, dans cette famille. Sinon, ils n'auraient pas l'idée de le demander. Et à ce moment-là, les patients, ils sourient, ils disent « Ah, tu connais ?» Si c'est un Africain, il dit « Tu connais alors ?» Alors il avance, il dit « Oui, etc. » S'il y a un jumeau, on sait qu'un jumeau appartient à un monde, à une espèce autre que celle des gens ordinaires. Donc on va dire, ah c'est un jumeau, alors qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'en Afrique on ne sépare pas les jumeaux. Ici à l'école on les sépare. Donc à ce moment, il y a des invariants si l'on peut dire. Et dans chaque invariant il y a des particularités. On sait qu'il y a ces invariants qui sont le système de parenté, système d'alliance, système initiatique, la langue aussi. Et on demande, on peut même demander comment vous dites. Dans votre langue, tel mot, tu dis que tu as une dépression. Mais comment tu dis? Moi, je leur dis, mais déjà, je dis, oh, j'ai une dépression. Je dis, où est-ce que vous l'avez attrapé? Il dit, ah ben, il y a que... Je dis, non, le mot, vous l'avez attrapé où? Il me dit, chez tel médecin. Voilà. Et ensuite, je dis, on enlève dépression. À un moment donné, il va me dire Hzent, par exemple, en arabe, Hzna. Et tout de suite, on évoque les morts. Alors après, ils disent depuis quelques années, non. Après, on retourne un peu plus loin. Il y avait son père qui était mort, lui il travaillait, il ne s'est pas rendu compte, il n'a pas fait le deuil et tout est resté. En fait, il n'a pas fait le deuil tout simplement de cette disparition. Voilà, tout à fait. Mais j'imagine que tu les aides beaucoup, Hamid, hein, parce que quand même, tu es dans leur monde en réalité. Oui, complètement dans leur monde. Je fais une incursion dans chaque monde autant que je puisse. J'imagine que tu leur fais gagner du temps aussi, parce qu'ils peuvent se perdre à aller voir des médecins ici et là. Malheureusement, oui. Ils font la quête des médecins, d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin. Et puis ils font des va-et-vient entre le pays et la France avec des sacs de médicaments. Sans jamais pouvoir se rétablir, malheureusement. Malheureusement. Et les palabres du Frioul, alors, Hamid, c'est quoi? Donc, c'est à partir de la sauvegarde des Bouches-du-Rhône. Oui. On s'était dit, ils avaient une fois créé un colloque, et puis les gens se sont dit, un colloque, les gens ils parlent, c'est de l'intellectualisme, etc. On repart fatigué, épuisé. Qu'est-ce qu'on a partagé au fond dans un colloque? Donc, à partir de cette question, je dis, on peut créer autre chose que des colloques. Dis quoi? Je dis on va transmettre l'ethnopsychiatrie par un biais ludique, par un biais initiatique, quel biais? Donc la cuisine, il est là d'ailleurs, il est intervenu pour Tahar Ben Mammar pour la cuisine, un atelier conte, on dit village cuisine, village conte pour ne pas employer le mot atelier qui est trop mécanique. Village, le mot danse, village, il est plus sympathique. Village, la danse. On a d'ailleurs fait venir des gens du sud, le Diwan de Béchar. Béchar, qui chante très bien. Dont un des chanteurs joue avec Idir d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et en fait, c'était magnifique. Sur une île, donc c'est le Frioul, c'est une île au large de Marseille,
On arrive, et puis il y a les présentations qui durent des heures et des heures, jusqu'à 1h du matin, 2h, voire même, où les gens racontent leur itinéraire personnel, professionnel. C'est-à-dire vous prenez le temps, voilà. Comme les gens de Béchar, voilà. on prend le temps pour apprécier. Et ensuite, les gens choisissent des ateliers à un moment donné. Donc il y a des synthèses à chaque fois, à chaque atelier. Dans chaque atelier, il y a un thérapeute. Par exemple, moi j'étais dans l'atelier conte. Et il y a un conteur kabyle donc, qui lit des contes. Et moi, je l'ai fait associer autour de l'interprétation de ce conte, à un niveau ethno-psy, etc., culturel, de Shulwarzen, de Terriel, etc., et pourquoi il a tué son enfant, et pourquoi il l'a mangé, etc. Au niveau psychique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le conteur lui-même, dont j'ai oublié le nom, il est à Toulouse en ce moment. Dajafar, voilà. Oui. Dajafar qui est. Voilà. Oui, que nous saluons. Voilà, donc nous saluons. Donc c'est lui qui raconte, il dit mais Hamid, c'est incroyable, moi je ne savais pas que ça contenait tous ces mondes-là, toutes ces explications. Et donc dans chaque village, il y a quelque chose avec Tahar. Il y a même des personnes qui ont plus apprécié l'atelier cuisine que l'atelier autour de la danse et de la trance. Pourquoi? Et pour cause. C'est des femmes parfois d'origine immigrante, de seconde génération, parfois des Françaises issues de toutes les régions. Eh bien, elles n'ont pas appris la cuisine avec leur mère, les épices, les senteurs, les étards. Il a une façon de leur raconter ce que c'est que cette épice, comment on la mélange, ce repas, comment on le fait, etc. Et les personnes se sont attachées, ils vont à Marseille, ils vont sur un petit bateau, ils reviennent, font tout un voyage, ensuite ils préparent le repas. Et tout ça se déroule dans un temps très très lent où les personnes sont complètement immergées dans un monde de couleurs, d'odeurs, de sensations, de gustations, jusqu'à la finition du repas, jusqu'au dîner ou au repas. C'est un beau voyage que vous leur faites. Et donc à travers cela, on introduit les concepts par un biais sensible, par un biais ludique, par un biais vécu, physiquement. Hein. On introduit les concepts de l'ethnopsie. Et j'ai vu des gens repartir. Moi-même, je me disais, bon, les gens vont prendre beaucoup de plaisir, mais il y avait certains que j'avais formés, et même qui ont assisté à des consultations. Je me suis dit, ceux-là, bon, c'est un plus pour eux, mais... Et j'ai vu que non, pas du tout. C'était une révélation. Des personnes, des psychologues, des assistants sont repartis dans leurs institutions en disant on ne fera jamais plus ce qu'on faisait avant. Là, c'est la révélation. C'est-à-dire ils découvrent une nouvelle méthode, c'est ça? Une nouvelle méthode, une façon d'être, une façon de vivre. Il y avait même des enfants de seconde génération. Oui. Et il y avait l'un d'entre eux qui ne voulait pas partir. Il dit c'est le village, j'ai trouvé le village, je ne peux pas quitter le village. C'est-à-dire il avait tellement que la notion de structure, d'ordre, l'ordre de la parole, l'ordre des aînés, des cadets, la transmission avait tellement disparu. Hein, et c'est des familles kabyles isolées dans l'Est, que là, il a trouvé une structure, un monde, un portage, et on ne peut pas se quitter. Mais pareil pour les franco-français. On s'arrête au port, on a du mal à se quitter. On a formé un vrai village. Et c'est ça qu'on a envie de reproduire peut-être dans la région française un jour ou l'autre, avec Tahar, avec d'autres personnes. Région parisienne, tu veux dire? Ah ouais, on aimerait bien faire ça. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Je veux dire, est-ce qu'il y a des institutions qui pourraient vous aider à faire cela? C'est ça, c'est étonnant parce que j'ai trouvé des institutions, une association notamment des institutions à Toulouse, à Marseille. À Paris, bizarrement, on n'a pas encore... C'est plus difficile, pourtant, il devrait y avoir plus de moyens, n'est-ce pas? Absolument. Et notamment à travers les associations kabyles, c'est ça qu'ils devraient faire en priorité. Vraiment. Vraiment, s'il y a quelque chose à faire, c'est cela. Tu peux lancer l'appel aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés par un village de ce genre, à mon avis, serait très utile. 3-4 jours où on va loger sur place, manger sur place, faire des veillées, parler... Et dans un monde cohérent, un monde qui a du sens, un monde porté par des symboles. Ce que j'envisage peut-être, c'est de faire une conférence ici, dans les locaux de BRTV. Oui, bien sûr. Les familles vont venir, et puis celles qui veulent s'inscrire vont s'inscrire, et puis on partira ensemble. Ce ne sera pas une mauvaise idée, Nous étions une cinquantaine, une soixantaine d'ailleurs, dans les différentes frioles que nous avons organisées.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a de la documentation? Est-ce que vous avez noté? On a filmé. On va dire écrit des actes. Oui, oui, bien sûr, les projets. Oui, le projet est écrit. Ça serait bien que les gens lisent à propos de ce qui s'est passé. Ah, ça, on a le projet, on a le film. Mais, voilà. Voilà. Toujours, on est un peu en retard. Hein. Et d'ailleurs, j'ai amené la journaliste. C'est la journaliste qui m'a interviewé. Catherine Pantambert, elle était venue précisément pour rendre compte, mais elle n'a pas pu prendre autant de notes que cela. C'est beaucoup plus riche que... C'est dommage. Je voudrais que tu nous dises un mot, Hamid, si c'est possible, sur les médiations en milieu scolaire. Hein. Est-ce qu'elles sont utiles? Comment est-ce qu'on arrive à les faire? Quels sont les problèmes de ces médiations? Alors, il y a différentes médiations en milieu scolaire. Il y a par exemple les groupes de parole que j'ai fait dans des collèges. Oui. Un des premiers collèges, c'était à Nyons, en Normandie, ou en Picardie plutôt, où j'étais intervenu dans un lycée professionnel, dans un groupe homogène de maghrébins, d'origine maghrébine, et la majorité d'ailleurs était issue du Moyen Atlas. D'accord, des Berbères du Moyen Atlas. Et une partie d'entre eux d'ailleurs commençait à être influencés par la religion intégriste, etc. Et une fois par mois, on se réunissait et on parlait de leurs questions. J'ai exigé que certains professeurs qui voulaient s'engager, dont le proviseur adjoint était là. Eh bien, je peux vous assurer que ça a tellement bien évolué. Hein, les enfants ont tellement... C'est jeunes dans leur questionnement, etc. C'était les professeurs à la fin qui étaient en difficulté. Ah oui. Au départ, c'était la migraine des jeunes. Après, c'était devenu la migraine des... Ça s'est inversé. Parce que peut-être les élèves ont vu, ont un autre regard. Tout à fait, absolument. Et le deuxième que j'ai fait, c'était ici à Montreuil, dans un collège aussi. Oui. Une fois par mois. Et c'était des primo-arrivants. Et on a commencé, les gens commençaient à se... Généralement, quand ils arrivaient, ils se réunissaient par groupe ethnique, culturel. Mais une fois qu'ils s'étaient présentés, les gens étaient curieux les uns des autres. Comment tu t'appelles? Alassane, Alousseini, donc tu es un jumeau, etc. Ah, tu connais un jumeau? Oui, j'ai laissé mon jumeau. Les grands-parents, tout ça, tu t'appelles Touré. Touré, c'est éléphant. Alors, ah oui, Touré, vous êtes une famille de nobles. Et les uns faisaient il y avait une interconnaissance entre maghrébins, chinois, de toutes les régions. C'est incroyable. Enfin, et à la ils fin, vivaient ensemble, mais ils s'ignoraient. Exactement. Et à la fin, en fait, parce qu'ils étaient intéressés les uns par les autres, parce que j'ai fait ce rôle de médiation entre les cultures. Et un indice qui ne trompe pas, généralement, comme on sait, quand la sonnerie retentit, les jeunes se mettent debout, tout de suite ils vont à la récréation. Là, ils ne voulaient pas partir à la récréation, ils voulaient continuer. Ils ont trouvé quelque chose de meilleur, Absolument, et ça a fait, donc ça a permis d'élaborer déjà le traumatisme de leur arrachement à leurs grands-parents. Ils sont venus rejoindre parfois un père ou une mère ou des parents ici, mais ils ont quitté leur monde là-bas, ou rejoindre un oncle, ils ont quitté leur famille, leurs parents. Ça a permis d'élaborer pour qu'ils ne rentrent pas tout de suite dans une sorte de traumatisme qui va générer une délinquance ou autre. Donc ça a été magnifique. Il y avait même une étudiante qui a fait un mémoire sur ce... Là, par exemple, il y a un écrit. Ça, c'est très bien. Un mémoire sur ce travail-là. Donc ça, c'est une des médiations en milieu scolaire, groupe de parole. Mais il y a aussi, j'avais fait une médiation en milieu scolaire via des consultations familiales. Donc au lieu de chercher des poux dans la tête de l'enfant, où la psychologue scolaire va chercher le faire dessiner en vain, eh bien on convoque tout de suite la famille, elle vient, on présente le dispositif, on peut parler dans la langue d'origine, et c'est vraiment... Et l'enfant, il a des symptômes, ils sont à ciel ouvert, on peut trouver le sens tout de suite. Mais si on laisse les enfants jusqu'au collège, les choses s'enquistent, elles se rigidifient et c'est très difficile de les aider. Mais par contre, quand ils sont enfants, au bout d'une, deux, trois consultations, le symptôme est levé. Et en plus, ceux qui nous évaluent, ce n'est pas nous-mêmes, c'est les profs. Ils disent, cet enfant, oui, maintenant, il a repris. Et je peux parler pendant des heures de ce que j'ai fait dans ces écoles-là, via des espaces de médiation. Et je crois que c'est les cadres thérapeutiques les plus gratifiants que j'ai jamais eus. Parce que ça c'est magnifique, Hamid, quand même. Est-ce que les enfants kabyles ont des spécificités dans ce cadre-là, hein? Donc, quel genre de problème en général, hein? Ici, par exemple, dans la région parisienne, que tu rencontres au niveau de ces familles-là?
Généralement, chez un enfant, on retrouve quand même des structures assez semblables avec les arabophones, avec une spécificité bien sûr kabyle. Autour du clivage, il va être plus ou moins fort. Et puis autour comment dire, de la rigueur aussi. Parfois, les parents peuvent être beaucoup plus rigides par rapport à l'imposition d'un code. Donc l'enfant peut imploser étant dans l'obéissance aux parents. Mais ce qui se passe surtout, c'est à l'adolescence, le jeune ne peut pas accepter d'être... Il se révolte? Il se révolte pourquoi? Entre autres structurellement. C'est un dysfonctionnement structurel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être rattaché à des ancêtres, il est rattaché à ses parents immédiatement. Or, les parents, à un moment donné, lui paraissent arbitraires. Il se dit, mais au nom de qui, de quoi, pourquoi je dois obéir à telle chose? Donc, les parents exilés, les premiers, c'est des parents fondateurs. C'est comme Adam et Ève. Oui. On ne peut pas appartenir immédiatement à ses parents, on appartient à une lignée. Donc on se retourne et on commence à contester les parents, l'autorité des parents, parce qu'on voudrait que ces parents eux-mêmes se situent dans la lignée. Or souvent les parents oublient, entre guillemets, étant les primo-arrivants, ils se posent comme fondateurs. Il erre, etc. Il faut que des impératifs qui paraissent arbitraires aux enfants. Donc forcément, il faut que ces parents, eux-mêmes, quand un enfant se retourne, c'est comme une file indienne, quand un enfant se retourne contre sa mère ou son père, il faut que le père ou la mère ait la conscience de se retourner, le réflexe lui-même de dire d'où je viens. Or, parfois, c'est coupé, ils n'arrivent pas à dire d'où ils viennent, les valises sont fermées, on pousse en avant, on est là pour gagner, on est là pour la promotion sociale, pour l'école, pour l'argent, etc. Et les anciens migrants, à terme, on va retourner avec armes, diplômes, bagages au pays. Et ils suspendent le temps. Et les enfants ont envie d'atterrir et de pouvoir réussir ici. Or, le problème, le dilemme, si je réussis ici, je deviens français. Donc, je suis dans un problème de loyauté avec mes parents. Si je réussis ici, je deviens français. Si je ne réussis pas, mes parents, ils vont me blâmer. Mais par contre, je vais leur ressembler. Je suis dans la lignée. C'est des problèmes comme ça, structurels, profonds, à l'insu de beaucoup de monde, à l'insu des travailleurs sociaux, à l'insu même parfois des thérapeutes, qui se posent à ces enfants de seconde ou troisième génération. C'est des problèmes assez complexes, n'est-ce pas, Hamid? Voilà, c'est ça. Je voudrais que tu nous dises un mot, Hamid, sur ton engagement culturel et aussi parce que tu fais souvent des conférences sur la culture berbère, ici et là. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Absolument. Et donc, les associations te contactent et tu viens. Et qu'est-ce que tu racontes à l'occasion du 20 avril, à l'occasion peut-être de Yenayer, etc. Tu essayes un peu. C'est autour de l'histoire, autour de l'anthropologie, en essayant d'approfondir ce qu'on appelle la revendication culturelle pour qu'elle ne soit pas seulement des slogans, mais qu'on puisse, on pourrait faire un jour une émission autour de cela, bien sûr, mais toucher le ressort profond de nos échecs, de nos traumatismes, élaborer ces traumatismes et ne pas bouger pour faire semblant qu'on n'est pas mort. La Kabylie a vécu une série de traumatismes et il faudrait rentrer très à fond, enfin profondément dans élaborer ces traumatismes, comprendre ce qui nous est arrivé, comment les Kabyles qui étaient à l'origine du nationalisme algérien, comme disait Ait Mengelet, vous avez brisé les chaînes et se sont retournés contre vous et ils vous ont emprisonné. Donc j'essaie de chercher les causes, d'approfondir les causes et d'élaborer aussi bien au niveau historique, anthropologique, psychique, Et donc depuis toujours, moi j'ai vécu la guerre étant enfant, donc j'ai vu les maquisards, les vrais maquisards. Oui. Les vrais maquisards. Et j'ai aussi subi, comme la plupart des gens de ma génération, j'ai vécu la guerre en étant enfant. Et c'est vrai que ça aussi, Youssef, ça n'a pas été écrit. Les gens comme moi qui ont vécu la guerre enfant, effectivement. il y a très peu d'écrits sur ça. Oui.
Et donc, c'est ce chemin-là, parce que je me suis intéressé aussi au traumatisme de guerre. Donc, c'est cet approfondissement-là qui m'intéresse, autour à la fois des répétitions, des échecs, de ce qui est enfoui, de ce qui est refoulé, des légitimités. On parle tout le temps de revendications, mais il y a des problèmes de légitimité qui sont très très forts. Avant, la légitimité, c'était être attaché au prophète. Et comment on peut créer d'autres légitimités autochtones. Donc les choses sont très très fines, très complexes. Et si on fait comme le sanglier, c'est-à-dire on ne sait qu'avancer, on ne sait pas reculer, c'est comme ça qu'on attrape un sanglier. Il a une force en avant, une traction avant comme ça, et le piège se referme sur lui parce qu'il n'a pas idée. C'est la vérité. Peut-être une autre question dans le même sens. Pourquoi la diaspora, l'intelligentsia, kabyle n'arrive pas à se mettre en réseau, n'arrive pas à travailler collectif? Je pense qu'elle avait travaillé, peut-être, parce que tu as évoqué à l'époque, oui. On nous disait, moi j'ai pas vu cette époque, donc on nous disait qu'il y avait cette solidarité. C'est certainement vrai, mais peut-être que c'est un peu glorifié aussi, mythifié. Moi je pense qu'elle peut travailler collectif si elle travaille sur la pensée. Si on n'est que dans l'activisme, forcément, il y a des volontés qui s'entrechoquent, il y a des slogans, il y a des visions tranchées, etc. Ça ne peut pas. Mais si on a une vision, comme cette télévision par exemple, elle fonctionne, j'imagine qu'il y a une vision derrière. C'est cette vision qui fera que les animateurs vont être congruents, cohérents, et que ça va amener qu'on va inviter les gens qu'il faut, etc. Et cette vision-là, on ne l'a pas, on n'est pas d'accord sur cette vision. Tu sais, par exemple, l'arabisme, il y a plein d'auteurs qui ont fabriqué l'arabisme, depuis Michel Aflaq. C'est des dizaines, des centaines et des centaines de livres. Où est ce travail sur le berbérisme, par exemple, sur l'amazérisme, etc. Où est cette vision? Or, on invoque des légitimités, on invoque des... Malheureusement, on est encore dans le stade du slogan, comme tu le disais. Donc, on a un problème. Bon, il y a des avancées autour de l'histoire, il y a des gens qui écrivent tout ça par rapport au mouvement berbère, à la crise berbériste depuis 1949 et peut-être même avant. Mais il n'y a pas un approfondissement autour de quelle civilisation. Et cette civilisation, il faut qu'on se détermine par rapport à l'Orient et par rapport à l'Occident. Or, aujourd'hui, pour les arabophones, quand on parle de berbérisme, ils nous mettent du côté de l'Occident. Or, on n'a pas une critique de l'Occident. Oui. C'est des choses comme ça qu'il faudrait approfondir. Mais un jour, on y reviendra, si tu veux. On y reviendra, Hamid Salmi, parce que notre voyage arrive à son terme. Peut-être qu'on a oublié quelque chose rapidement, ou le dernier mot, Hamid. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a oublié. Par rapport aux associations kabyles, tu m'as posé la question tout à l'heure. C'est important de toujours travailler autour de la pensée, pas de l'activisme et des intérêts des associations qui sont tout le temps... en attente des communes, des mairies, etc., travail à court terme. Il faudrait que ces associations travaillent dans ce sens-là. Et surtout, on travaille avec les familles, on travaille dans le lien avec la famille, avec le transgénérationnel, avec les questions profondes. Une partie de nos questions sont traitées par l'islamisme aujourd'hui. La sexualité, l'absolu, le pouvoir, enfin des choses comme ça, on les laisse aux mains des islamistes qui, eux, interviennent et donc ils prennent les enfants. Ils prennent en charge, effectivement. Ils affilient les enfants. Aujourd'hui, n'importe quel militant berbériste, aussi reconnu soit-il, s'il ne transmet pas à ses enfants des choses ou des valeurs autour d'eux, et des valeurs profondes, et qu'ils comprennent le sens des valeurs, et que ces valeurs puissent être congruentes aussi avec la civilisation d'ici, les enfants vont être récupérés par les intégristes, par les sectes, par la drogue, par tout ça. Ça ne suffit pas, les slogans et l'activisme ne suffisent plus. D'accord, Hamid. Donc, c'est une belle chute. Le slogan ne suffit pas. Ne suffit pas. Hamid, merci beaucoup d'être venu dans Graffiti. Tanmirth et bonne continuation. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.